Bonjour à tous. Alors, comment ça va? Soyez les bienvenus dans ce bilan ciné, que dis-je, mon bilan ciné de l'année 2016, car en effet 2017 a commencé depuis un petit bout de temps, mais ça ne m'empêchera pas quand même de vous souhaiter une très bonne année, et de vous y souhaiter plein de bonheur et de projets, et j'en profite tout de suite pour signaler que les films dont je parlerai, ça ne se basera que sur les films que j'aurais vus en 2016, il y en a environ 105, et tous les propos que je tiendrai ne reflèteront que mon ressenti que j'ai eu quand j'ai découvert ces films en salle, donc c'est un top assez subjectif, et nous développerons tout ceci en 6 étapes, que je vais vous exposer tout de suite. La première constituera 5 films qui seront dans une catégorie de flop, qui sont des films pas nécessairement ceux que j'ai vraiment le moins aimé ou le plus détesté cette année, parce que pour vous dire, je n'ai même pas fait de classement sur ces 5 là, je les citerai dans l'ordre que je le sentirai, parce que déjà de base je trouve que faire un classement de flop, un classement de ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment un truc ultra subjectif qui se discute beaucoup trop. Bon, bien sûr, c'est à peu près la même chose pour faire un top 10, mais étant donné que cette dernière chose c'est plus positive, pour moi c'est plus bienvenu. Ces 5 films que j'aurais sélectionnés donc ne seront pas nécessairement, par exemple, les films dans lesquels je me suis vraiment ennuyé, qu'il y en a des films dans lesquels je me suis ennuyé, mais pour autant il m'est arrivé parfois de trouver des bonnes scènes, de la bonne réalisation, quelques bons acteurs dans ces films-là, ce qui fait que je ne les citerai pas dans ce flop-là. Non, pour le coup, les 5 que j'ai sélectionnés sont vraiment des films qui ont pour moi des défauts vraiment assez conséquents et qui ont vraiment joué contre le film pendant le visionnage. La deuxième catégorie portera sur les films que j'aurais tout simplement loupé cette année. La troisième catégorie, pour le coup, se concentrera sur les films qui auront tellement fait, dont on aura tellement parlé en 2016, qu'il serait dommage que moi je n'en parle pas, étant donné qu'ils ne seront ni dans le top ni dans le flop. Et la catégorie suivante sera un peu dans la continuité de celle-ci, puisque ce sera quasiment la même chose, mais qu'avec des films français. Je vous donnerai plus de détails le moment venu, mais vous avez peut-être compris où je voudrais en venir. Avant d'attaquer le top, nous attaquerons la cinquième catégorie qui contiendra donc les mentions honorables, les films qui dont bien sûr ne seront pas dans le top 10 et j'en aurai bien les boules mais j'aurai quand même envie d'en parler avant d'aborder le meilleur. Et donc puisque on commencera du pire pour aller progressivement vers le meilleur, on terminera cette vidéo par le top 10 des films que j'ai le plus aimé, que j'aurais préféré en 2016. Et donc voilà, maintenant je pense qu'on peut se poser tranquille car nous sommes prêts à y aller. Et donc, sans plus attendre, commençons. Par le flop, donc pour commencer, c'est parti pour 5 films que je considère globalement comme étant mauvais sortis en 2016. Et je vais tout de suite me débarrasser de celui dont vous attendez forcément à ce que j'en parle, puisque beaucoup d'entre vous l'auront certainement mis également dans leur flop. Je parle de Suicide Squad de David Ayer. David Ayer. Franchement, ça me fait chier de citer ce nom dans ce flop là. Ça vient du fait que globalement, lorsqu'on avait annoncé son nom en tant que réalisateur, à l'époque j'étais ultra hypé parce que il était encore en pleine tournée de promotion pour son dernier film Fury avec Brad Pitt qui faisait la guerre, c'était à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça avait été un de mes gros kiffs de l'année 2014, il était sorti en 2014, parce que moi qui fréquemment finis toujours par m'ennuyer à un moment donné devant les films de guerre, là pour le coup ça contenait vraiment des images de choc mais qui brûlaient de réalisme, des personnages qui étaient vraiment très bien écrits, qui faisaient que je croyais et aux événements et à leurs alchimies dans le fait qu'ils fassent équipe ensemble pour survivre, parce que c'est vraiment un film qui montre des soldats survivre dans le milieu hostile de guerre, qui ne contient pas spécialement de passages avec des instants de bravo, non, c'est juste les images horribles de la guerre, quoi. Il avait également écrit le scénario, juste écrit le scénario de Training Day, qui contient l'un des meilleurs rôles de Denzel Washington, et il a également réalisé d'autres films tels que End of Watch, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et là, il se retrouve à faire Suicide Squad et c'est franchement bien embêtant, quoi. Après, bien sûr, c'est pas forcément que de sa faute, hein. On sait bien que c'est aussi la faute majoritairement au studio qui a retouché à son film qui était certainement bien meilleur que ce que eux nous ont sorti en salle. Mais ça, malheureusement, ça vient du fait que quand les bandes annonces, les premières bandes annonces étaient arrivées, c'était vraiment un projet qui s'annonçait sombre, qui allait sortir de l'ordinaire, auquel on croyait et qui nous avait tous hypés. Par la suite, Batman vs Superman est sorti au cinéma, et vu que la Warner a préféré écouter les commentaires assez injustes qui lui ont refoulé à ce film, qu'ils ont jugé genre trop sombre, trop sérieux, enfin il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit ça, il n'y a pas eu que ce reproche là, hein, mais vu qu'ils ont écouté ces critiques là et que Suicide Squad de base était terminé à ce moment là, bah lorsque tu un produit fini, tu le retouches pour lui faire faire ce dont
l'opposé de ce qui est censé être à la base, à savoir il était certainement sombre et là ce qu'ils lui ont fait c'est qu'ils l'ont charcuté en lui rajoutant des blagues et au passage ça se voit dans le film quand on regarde le film on sent que certaines répliques et vannes ont été vraiment ajoutées pour rendre le film plus fun, plus coloré, enfin ils ont édulcoré les bandes annonces et les affiches mais comme pas permis quoi. Et ils t'ont rajouté des musiques que des fois tu te demandes vraiment ce qu'elles foutent là. Enfin là vraiment ils ont pris les musiques les plus cool du monde pour pouvoir les mettre sur les passages à des moments qui ne sont absolument pas appropriés. Donc là franchement ça fout une ambiance complètement à côté de la plaque et ça ne marche quasiment à aucun moment quoi. Alors bien sûr forcément il n'y a pas que des mauvaises choses. Personnellement j'ai beaucoup apprécié la performance de Margot Robbie en Harley Quinn quoi. Elle dégageait un minimum de bonne folie et qui fonctionnait bien. Ça aurait pu être franchement beaucoup mieux, mais ça c'est essentiellement dû au fait que Margot Robbie a atterri dans le mauvais et Harley Quinn ont atterri dans le mauvais film. Si le film avait été meilleur, son personnage l'aurait été tout autant. Et le Joker joué par Jared Leto, on lui a coupé 20 minutes et Jared Leto en est en colère et j'avouerais que moi aussi ça me rend assez frustré parce que très franchement il avait vraiment beaucoup de potentiel qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais franchement, il y a beaucoup de scènes qui, on sent, qui ont été charcutées dans le montage. Les relations entre les personnages, c'est pareil. Et on se retrouve au final avec un film qui globalement ne s'assume pas quoi. Parce il nous montre beaucoup de personnages qui, en nous disant que ce sont des méchants, qu'ils ont fait des mauvaises choses. Oui, sauf qu'en fait, à aucun moment ils ne font vraiment de vraies choses de méchants quoi. En fait, ce sont tous quasiment des gentils qui cherchent juste la rédemption, puisqu'en plus ils sauvent même le monde à la fin de leur plein gré pour des raisons mais totalement tirées par les cheveux auxquelles il est vraiment franchement je trouve difficile à croire quoi. Donc là, Suicide Squad de David Ayer, ça passe pas quoi. Et au passage d'ailleurs, je n'ai toujours pas vu la version longue, j'aurais vraiment voulu la rattraper histoire de voir si ça corrigeait certains défauts, mais j'ai pas eu le temps et en plus de ça on m'a dit que la version était encore pire, à croire que c'était quasiment, ils ont sorti une version longue pour en sortir une et histoire de s'excuser. Donc là, Suicide Squad, ça ne marche pas. Rosalie Bloom de Julien Rapneau, que j'avouerais au départ ne pas avoir voulu citer dans ce flop, parce que quand j'y ai repensé pour la première fois, je m'étais dit ouais je me suis grave ennuyé devant ce film, mais en fait même pas tant que ça, c'est même pas tant parce que je me suis ennuyé, ça vient du fait que globalement pendant le visionnage de ce film, la plupart des événements qui faisaient avancer l'histoire, j'y croyais pas spécialement, je trouvais pas que c'était particulièrement bien amené, mais en réalité ça vient surtout du fait que de la caractérisation des personnages que je trouve assez forcée. C'est à peu près par exemple la même chose que je trouve dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui fait que je n'aime pas non plus ce film. Et ça y est, je vais me faire défoncer. J'aime pas ces deux films parce que dans ces deux cas-là, on trouve vraiment des personnages qui ont des caractérisations que je trouve exagérément décalées, qui pour moi sont carrément calculées pour qu'on s'y attache et pour qu'on les aime. Si vous les aimez, tant mieux pour vous, y a pas de souci. Mais moi, je trouve que ça fait tellement forcé que moi, du coup, je ne crois ni à leur caractérisation, ni je n'ai même pas envie de les suivre, j'ai pas envie de les voir et j'ai juste envie que le film se termine. Quand je les vois, je les déteste pas non plus, mais ça me plaît pas tant que ça, quoi, voilà. Et donc, à cause de la caractérisation de la plupart de ces personnages, bah, ça fait que ça m'a pas rendu très agréable à suivre et ça m'a un peu ennuyé. Après, au niveau des acteurs, je dis pas que c'était mauvais non plus, parce qu'on a par exemple là-dedans Noémie Lvovsky, qui est une très bonne actrice et qui a son niveau habituel. Kian Kojandi, qui on est très d'accord pour dire que bref, c'était un truc super original, super bien monté, super drôle et qui faisait du bien l'année où ça avait été diffusé. Ça n'avait duré qu'un an, mais au moins ça a eu le mérite d'être vraiment bien de bout en bout, quoi. Mais malheureusement, je trouve que depuis qu'il joue dans des films, je trouve qu'il est un peu trop dans la retenue de son jeu, ce qui fait qu'il n'est pas encore assez, enfin, il n'a pas encore fait exploser tout son potentiel d'acteur, donc je pense qu'il pourra très bien le faire dans les années à venir, mais ce n'est pas pour Rosalie Bloom que je vais dire que ça va être une révélation. Et pour ce qui est de Alice Isaz, qu'on commence à voir dans de plus en plus de films, ce qui est pas forcément plus mal, parce qu'en soi c'est vrai que c'est pas non plus une mauvaise actrice, si ce n'est que je trouve que le chemin psychologique de ces personnages se ressemble systématiquement. Ce que je vais dire, c'est un truc qu'elle pourrait corriger le jour où elle aura un rôle principal, ce qui pourrait être très bien. Mais globalement, elle commence toujours le film en étant genre gentille avec tout le monde, elle va avoir un petit sourire, elle va avoir de bonnes conversations, elle va avoir bonne installation de personnage. Sauf que 3/4 d'heure ou 1 heure plus tard, elle va se retrouver à péter les plombs plus ou moins devant des personnages, à s'énerver devant eux pour des raisons assez justifiées, mais j'ai tellement l'impression c'est tellement pour moi l'énervement qu'elle fait tellement aussi un peu poussé et forcé que du coup j'ai un peu du mal à y croire à ce genre de truc aussi. Mais en soi, non, c'est pas une mauvaise actrice, mais tout ça, non, ça n'a pas spécialement aidé au visionnage de Rosalie Bloom, quoi. Le Tarzan de David Yates,
qui au fur et à mesure qu'il était développé, produit et tourné, pendant qu'on se tenait au courant, il avait été développé en parallèle avec une autre production Tarzan qui était produite par des Allemands, je crois, et qui était sortie en début 2014 et qui malheureusement s'était ramassé autant au niveau des critiques que des entrées. Et malheureusement, celui-là n'a guère fait mieux. Cela dit, je pense que côté box-office, à ce que je sache, je crois pas qu'il a fait un flop. Mais au niveau des critiques, il a été assez mal aimé. Et globalement, je peux comprendre pourquoi. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant le visionnage de ce film, il y a très peu, voire aucun moment où personnellement je n'ai senti que le film avait été développé avec réelle passion et où je sentais que les acteurs s'éclataient vraiment. Là aussi c'était un peu un problème parce que c'était autant au niveau de la carrure assez forcée de Alexander Skarsgård pour Tarzan. Margot Robbie là encore nous faisait une Jane qui était rebelle mais là aussi je trouvais que c'était assez forcé donc ça marchait assez moyen. Et Christophe Valls, ben là-dedans, il nous fait tout simplement du Christophe Valls et puis il nous sort un méchant qui est carrément pire que dans Spectre. Cela dit, je vais vous avouer, ça m'arrange un petit peu parce que vu que j'avais été déçu de sa performance dans Spectre, j'aurais été assez dégoûté qu'il en reste à ses pires rôles de méchant dans James Bond. Donc finalement, c'est presque tant mieux, quoi. Mais c'est assez, est-ce que c'est raté? Peut-être pas à ce point-là, mais c'est tellement peu passionné, et même au niveau des effets spéciaux, il y a des passages où ça fait tellement faux et visible que ça ne marche quasiment pas. Donc franchement, il y a un manque cruel d'enjeu sur ce film, quoi. Donc là, Tarzan par David Yates, ça me surprend d'autant plus qu'il a mis des années à sortir ce film après Harry Potter 7 partie 2, parce que pour rappel, David Yates a réalisé les Harry Potter 5, 6 et les deux volets du 7, et le 7 partie 2 étant sorti en 2011, il a mis toutes ces années avant de sortir ce Tarzan, quoi, ce qui est son film suivant. Cela dit, il nous a sorti les Animaux Fantastiques quelques mois après, donc il a été assez rapide sur ce coup-là. Mais ça vient du fait que globalement, je pense qu'après avoir enchaîné tous ces Harry Potter, ces 4 films en quasiment 6 ans, il a dû avoir besoin de prendre une pause, et ça se comprend complètement, hein, parce que après avoir fait ses débuts dans Harry Potter qui manquaient un petit peu de maîtrise au départ, mais dont les films étaient de mieux en mieux à chaque fois, jusqu'à nous avoir livré un final totalement apocalyptique, extrêmement bien mis en scène, intense émotionnellement, et avec de la bonne musique, il y avait tout ce qu'on pouvait demander, voire même un tout petit peu plus, quoi. Mais là, qui nous reviennent avec Tarzan, ouais, c'est pas terrible, quoi. Divergente 3, Au-delà du mur. J'aime la saga Divergente. Je n'ai pas lu les bouquins, mais j'ai globalement bien accroché aux deux premiers films, quoi. Et bon, cet accrochage, il vient notamment du fait que lorsque Shailene Woodley se trouve dans un film, bah, je perds malheureusement toute notion d'objectivité, quoi. Mais un petit peu en dehors de ça, je trouvais que les films se regardaient très bien. Ils avaient une histoire, bon, certes, qui mélangeait un petit peu les Hunger Games et le Labyrinthe, mais ça savait quand même parfois partir dans des directions assez différentes. Mais côté histoire, c'était globalement assez bien raconté, c'était très bien rythmé, il y avait de bonnes scènes d'action, ça s'éclatait globalement bien, ça voulait bien faire, et il y avait quand même de la musique qui était vraiment très entraînante. Mais alors là, pour le coup, il y a un gros coup de mou qui a été fait sur ce troisième volet. Je l'ai pas précisé, mais il a été réalisé par Robert Schwenke. Mais là, pour celui-ci, oui, là, on sent franchement encore plus que Hunger Games 3, je sais pas, mais on sent vraiment que ce film, c'est vraiment le premier acte d'un film qui a été divisé en deux, quoi. Ça, c'est vraiment ce mode de diviser des conclusions de saga en deux parties. Il y a seulement Harry Potter qui a réussi à bien faire jusque-là, parce que tous les autres, ça a réussi à livrer des films qui étaient vraiment encore plus longs, qui racontaient pas grand-chose, et celui-là, malheureusement, n'y échappe pas, parce que franchement, au niveau de l'histoire, ça s'étale de façon franchement inutile. Là, pour le coup, les personnages, je trouvais qu'ils avaient un minimum de sincérité dans les deux premiers, mais là, pour le coup, ils sont quasi totalement au service de l'intrigue. Il y a un cruel manque de développement pour eux. Il y a pas mal de scènes qui auraient franchement eu du potentiel à être belles, que le film n'a pas saisi. La production design, moins efficace que les deux autres, voilà quoi. Et je me suis même ennuyé devant ce film, quoi. Même Shailene Woodley n'a pas sauvé les meubles cette fois-ci pour moi, quoi. Donc là, ça ne marche pas, quoi. Et en plus, c'est d'autant plus con que, vu que le film s'est mangé le mur, voyez-vous ça, le studio a carrément décidé d'annuler la sortie du quatrième film au cinéma pour finalement en faire un téléfilm dans l'espoir de sortir des futures séries. Non mais vous voyez comment ils assument cette saga quand ils la lancent, quoi. Et en plus de ça, les acteurs n'étaient tellement pas au courant de cette nouvelle avant qu'elle ne sorte sur internet
qu'ils pensent finalement ne même pas revenir pour le film, quoi. Le film n'est même pas encore été tourné, à tel point que de base il devait sortir, ce quatrième des derniers films devait sortir en mars. Là on n'est pas prêt de l'avoir avant au moins un an, voire jamais, quoi. Là j'en sais absolument rien. Mais de toute façon, si Shailene Woodley n'est pas dans ce film, je risquerais de mettre des années à le voir, voire même je ne le verrai peut-être même jamais, parce que pour le coup je m'en fous complètement limite de la fin. Et si elle est dedans, oui je serai au rendez-vous, même si ce n'est pour passer qu'à la télévision. Mais là, franchement, c'est vraiment un beau gâchis, quoi. Là, on veut leur surfer sur ces films ces sagas qui divisent leurs films en leur conclusion en deux parties. Là, la saga Divergente, c'est carrément cassé la gueule, quoi. Donc c'est bien dommage. Mais franchement, jamais, je dis bien, et j'insiste sur le jamais, un film ne m'aura autant déçu, frustré, trahi, et presque ennuyé même, que celui dont je vais vous parler, qui est pour moi vraiment le pire film de l'année, et en plus de ça, peut-être même le film que je déteste le plus au monde. Et je parle juste... Les Visiteurs 3. Ouh, putain! Les Visiteurs 3, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu, là? J'arrive pas à y croire une seule seconde. Et là encore, franchement, là vous me voyez ultra frustré depuis genre 2 minutes, alors qu'en réalité je ne suis même pas fan des deux premiers. Globalement je les apprécie comme ça, sûrement pas parce que je n'ai jamais vraiment éclaté de rire devant les visiteurs, en tout cas pas autant que vous, c'est rigolo comme ça, mais je suis je me réjouis toujours qu'on ait des histoires de voyage dans le temps en France qui sont faits comme ça. Le premier film globalement c'est vraiment un film qu'on sent qui est fait avec passion, avec amusement, qui ne se prend pas au sérieux en étant sérieux, c'est vraiment un truc, un divertissement bien amené en France. Le deuxième, bon certes il ne réinventait rien, il n'apportait pas de grands éléments, ça le rendait un petit peu moins divertissant, mais lui au moins il continuait bien son histoire, il amenait dans quelques péripéties plus ou moins bienvenues, mais au moins il se passait des choses et puis ça avait le mérite de se regarder quoi. J'ai pas vu Les Visiteurs en Amérique, le remake, mais je connais sa réputation et je le verrai peut-être un jour, mais alors là, Les Visiteurs 3, la Révolution... Ah non, là franchement, ça ne passe pas. Parce que franchement, il n'y a rien qui marche dans ce film, quoi. Niveau des acteurs, il y avait du potentiel, mais franchement, ils ont globalement pris, la plupart d'entre eux sont des bons acteurs, mais leur potentiel est complètement passé à la trappe. C'est une catastrophe au niveau des décors et de la réalisation, le montage ultra rapide, c'est vraiment n'importe quoi. Et alors, la continuité, mais c'est une catastrophe quoi. Parce que franchement niveau histoire, Jacouille et Godefroy, alors forcément bon la toute première scène qui ne sert en plus quasiment à rien dans tout le film est vraiment là pour bien se mettre dans l'ambiance, en mode c'est genre la seule bonne scène que tu verras dans ce film. Mais alors tout le reste, Jacouille et Godefroy ils se font juger en 5 minutes par rapport à la continuité du deuxième. Et alors après ça le film se barre dans quasiment n'importe quoi, avec des personnages qui franchement n'apportent quasiment rien à l'histoire principale qui concerne Godefroy et Jacouille. Parce que le film il attend quasiment les 20 dernières minutes avant de se dire ah oui, il faudrait peut-être quand même qu'on pense à... Il faudrait peut-être que Jacouille et Godefroy pensent à revenir au Moyen-Âge, parce qu'entre temps, tout ce qu'ils font, c'est observer des familles de révolution et dans laquelle ils vont avoir un langage totalement décalé, mais qui amène à des blagues, je l'ai dit, des blagues qui pour moi font très mauvais goût et c'est vraiment ultra chiant en plus de tout ça. Et en plus, alors la fin, alors là, vous savez quoi, la fin, je vais faire mon gros bâtard, je vais vous la spoiler parce que je m'en fous complètement. Enfin, c'est pas un gros spoil, mais en gros, ça se finit quasiment comme dans le deuxième, quoi. Ça te pose sur un cliffhanger qui est censé s'ouvrir à une nouvelle suite. Mais franchement, et en plus, je vais vous dire, le film s'est carrément planté, vu comme il s'est planté. Franchement, je crois qu'on n'est pas prêt de voir une nouvelle suite, mais je suis content qu'il se soit planté. Enfin, il a fait que 2 millions d'entrées, en soi c'est un bon score, mais lui pour rembourser son budget, il lui aurait fallu au moins 2 fois plus. Et alors les critiques qui se sont pris, mais je suis content que tout le monde lui ait chié dessus quoi. Mais franchement ça me frustre carrément parce que franchement, je tenais quasiment plus que n'importe quel autre film. Je voulais qu'il y ait un Visiteur 3 un jour, quoi. La première fois que j'ai vu les Visiteurs 2, j'étais là, devant son cliffhanger, j'étais là, bah putain, j'espère qu'un jour ils feront vraiment un Visiteur 3, histoire de conclure ce qui pourrait être, franchement, une trilogie française de divertissement un peu à gros budget, bah que ce soit une trilogie française solide, quoi. Mais là, en plus de ça, ils nous pondent ce truc qui n'a, comme je l'ai dit, il n'a même pas les couilles d'apporter le moindre, il ne fait pas avancer son histoire, il n'a pas les couilles de lui apporter la moindre conclusion. Donc franchement, là ça me fait chier de dire ça, mais là à ce point j'aurais carrément préféré, je voulais que ce film existe quitte à ce que ce soit une déception, mais là à ce point une purge, j'aurais carrément préféré que ça ne se fasse jamais quoi.
c'est horrible d'en arriver là, quoi. Et en plus, j'ai même pas dit le nom du réalisateur, mais j'ai même pas envie de vous sortir son nom, tant ce film salit carrément son nom, parce que c'est le même qui nous a fait les 2 premiers Visiteurs, son remake aussi, mais il a réalisé plein d'autres films français qu'on aime beaucoup, et là, il est sorti de sa retraite pour faire ce truc, j'ai même pas envie de dire qui c'est, quoi. Il doit bien s'en réjouir, mais je regarde pas ça non plus, mais là, franchement, c'était pas compliqué d'y mettre de bonnes intentions, quoi. Parce qu'en plus, à aucun moment on y se donne de la bonne intention, encore pire que dans les 4 autres que j'ai cités, quoi. Donc là, Les Visiteurs à la Révolution, pire film de l'année, film que je déteste le plus sans doute. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Bon, enfin, on s'est débarrassé du pire. Je suis très content. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer à la catégorie de films quand même plus intéressants. Oui, parce qu'en fait, là, ce que vous voyez défiler là, c'est les meilleurs exemples de films que j'ai loupés cette année, qui sont bien sortis cette année, mais que je n'ai ni vu au cinéma, ni rattrapé, malgré les petits films que j'ai, le petit nombre de films que j'ai rattrapés. Et ce sont certainement des films qui ont plu à beaucoup de gens l'auront mis dans leur top, peut-être que ça fait partie de vos préférés, mais malheureusement, ne les ayant pas rattrapés, je ne peux tout simplement pas parler de ces films dans cette vidéo. Donc on va passer tout simplement à la catégorie des films sur lesquels j'ai envie de m'exprimer. Et pour le coup, il y en aura, je pense, une bonne vingtaine, puisque ce sont des films qu'on a pas mal parlé cette année, beaucoup de gens l'auront apprécié, l'ont peut-être mis dans leur top, et du coup peut-être que ça fera partie de vos préférés, et que vu que moi ça ne fait partie ni de mes préférés, et ni du coup de mon flop, ça aurait été un peu dommage que je n'en parle pas dans cette vidéo, parce que peut-être que vous allez vous demander ce que j'en pense, donc c'est l'occasion idéale de parler du plus de films possible, mais je les aborderai rapidement, cela dit, parce que, étant donné que j'ai envie que lorsque j'arriverai au top, je voudrais que les films dont je parle, je voudrais vraiment prendre mon temps sur ces films-là et que ça ait plus d'impact, bah, il vaut mieux que je passe rapidement sur ceux-là vu que je les ai moins aimés que ceux dont on parlera par la suite. Donc on va plutôt faire toute cette catégorie en mode flash ciné. Ok. Oui, pour cette catégorie, vu qu'il y aura plus de films en assez peu de temps, je vais m'autoriser à prendre cette petite fiche de tricherie. Et c'est parti, mon kiki. Vous êtes bien accrochés ? Spotlight et Juste la fin du monde sont 2 films qui m'ont bien plu pour ce qui est de la performance des acteurs, mais ça m'a laissé assez indifférent émotionnellement. Par contre, j'ai été assez sensible sensoriellement à The Neon Demon et The Revenant, 2 films qui m'ont bien marqué pour ce qui est de leurs ambiances très posées sont Carol et Green Room, que ce soit grâce à une photographie qui met en valeur de très belles couleurs, 2 actrices sensuelles et une musique pas forcément mémorable mais qui fait bien rentrer dedans, ou que ce soit également pour montrer un groupe de jeunes qui vont céder d'une très belle façon à la loi du plus fort pour se sortir d'une situation mortelle. 2 histoires particulièrement originales sont survenues cette année avec Room et Demolition, avec une histoire un peu plus déprimante d'une femme qui est retenue prisonnière depuis 7 ans par un kidnappeur dans une pièce, un salon ou une maison, une cabane, on ne sait pas du tout ce que c'est, et entre temps elle a eu un fils de 5 ans qui s'appelle Jack et qui du coup n'a jamais vu le monde extérieur vu qu'il n'est jamais sorti dehors et qu'il est retenu prisonnier. Il ne connaît le monde extérieur que par ce qu'il voit à la télévision et cela amène franchement des images, enfin non plutôt des scènes qui sont vraiment assez fortes, poignantes, originales, qui exploitent très bien tout ce concept. Et dans Demolition, avec un Jack Gyllenhaal qui de base est un de mes acteurs préférés, mais qui perd sa femme dès le début du film, et qui plutôt que de déprimer comme presque n'importe qui le ferait, se rend compte qu'il avait une vie totalement banale et ennuyeuse, et va décider de démolir toute sa vie pour en commencer une nouvelle, ce qui va donner lieu à un feel-good movie qui va vous faire du bien. Tu ne tueras point et suit les 2 adaptations d'histoires vraies qui donnent lieu à des films vraiment passionnants, que ce soit grâce à des scènes de guerre intenses qui te prennent au trip avec des scènes chocs et qui est un bel exemple de maîtrise même en dehors de ces scènes de guerre, ou avec des scènes d'atterrissage vraiment intenses et donc le film reste beau à voir même sans ces scènes là, et le meilleur Clint Eastwood que j'ai vu depuis un bon bout de temps, bravo. Trumbo et Snowden, 2 biopics vraiment très bien rythmés et très intéressants à suivre, avec 2 acteurs qui sont totalement investis, que ce soit avec Bryan Cranston qui vraiment je pense aurait été l'acteur qui aurait fait le plus de l'ombre à Leonardo DiCaprio pour lui voler son Oscar, ou avec Joseph Gordon-Levitt qui a très bien repris les traits physiques mais surtout vocales de Edward Snowden, et le film est tellement passionné qu'il nous montre le vrai Snowden à la fin. Quelques films pour enfants, ça vous dirait ? Le Livre de la Jungle et Miss Peregrine et les enfants particuliers, 2 films qui grâce à une certaine magie parviennent à nous faire retrouver des sensations d'enfance, mais qui contiennent tout de même quelques scènes qui seraient susceptibles d'effrayer les plus jeunes, mais que je vous le dise, des traumatismes d'enfance dans les films, il leur en faut bien, et on en a tous eu, n'est-ce pas ? Le Garçon et la Bête, et petite parenthèse car j'ai découvert le travail de Mamoru Hosoda pendant tout ce mois de janvier avant la sortie du film, et je dois vous avouer qu'autant j'apprécie plutôt bien les films des studios Ghibli, le peu que j'en ai vu, autant je dois avouer que je suis devenu totalement accro au travail de Mamoru Hosoda, que ce soit avec La Traversée du Temps qui est une magnifique épopée de voyage dans le temps, que ce soit avec Summer Wars qui est un putain de délire visuel complètement beau et fun à suivre, et Les Enfants Loups, Ame et Yuki.
le seul animé japonais qui m'a fait chialer comme pas possible, jusqu'à ce que cela dit, je ne découvre cet été Le Tombeau des Lucioles qui lui aussi était vraiment fortement poignant. Et pour ce qui est du Garçon et la Bête, autant la première heure est tout aussi passionnant et magnifique à suivre que le reste de la filmographie de Hosoda, autant je vous avouerai que la deuxième s'est parfois enfoncée dans des intrigues qui étaient pas forcément toujours utiles, qui s'étalaient un peu trop longtemps et dont certains éléments étaient un peu mal amenés de façon expéditive, mais tout de même la fin reste très belle, ça a fait une histoire tout de même très belle à suivre. Kung Fu Panda 3 et L'Âge de Glace 5. Deux suites de films d'animation que j'attendais plus ou moins. Pour ce qui est de Kung Fu Panda 3, c'est facilement dans le top 3 des films que j'attendais le plus ces 5 dernières années, depuis que Kung Fu Panda 2 m'avait foutu plein de larmes et était vraiment parfait pour ce qui était de autant dans son délire que dans ses thématiques. Et du coup Kung Fu Panda 3 est la définition typique de film qui m'a apporté ce que je voulais, sans vraiment plus. C'est-à-dire que je craignais un petit peu d'être déçu en allant le voir, je n'ai absolument pas été, ça contient toujours de thématiques vraiment adultes, c'est dans la bonne continuité, la bonne direction. Autant lorsque Po retrouve sa famille dans la deuxième partie, ça sombrait un petit peu plus dans la comédie, pas forcément lourdingue, mais un peu moins adulte que traditionnellement chez DreamWorks, quoi. Mais franchement, ça contient toujours de bonnes thématiques, c'est tout de même assez adulte et beau visuellement. Et pour ce qui est de L'Âge de Glace 5, autant je vous avouerai que le premier est facilement un de mes films d'animation préférés, tant c'est drôle, c'est émouvant et c'est parfaitement rythmé. Autant j'avais été assez déçu par les directions qu'ont pris L'Âge de Glace 2 et 3 qui globalement assumaient beaucoup moins de dramaturgie, étaient même parfois assez lourds à suivre, c'est-à-dire je dirais un peu moins pour le 3. C'est d'ailleurs pour ça que du coup j'en attendais plus grand chose des suites, c'est même pour ça du coup que j'avais bien apprécié L'Âge de Glace 4 qui lui pour le coup assumait plus son côté cartoonesque, et il en va carrément de même pour L'Âge de Glace 5, mais j'ai tout de même une affection plus prononcée pour celui-ci parce que à la fin du film, tout petit spoiler, pendant le mariage et pendant la chanson qu'ils y chantent, c'est vraiment le passage où je me suis dit mais quand même, ça fait quand même 5 films qu'on les suit, Manny, Sid, Digo, tout ça. Parce que même si les films ne partaient pas toujours dans la bonne direction, ils étaient toujours agréables à suivre. Et je parle des personnages, les personnages étaient toujours agréables à suivre et à retrouver à chaque fois. Et là, maintenant, je me suis dit, ça fait quand même depuis tout ce temps qu'on les suit. Et ça m'a tellement plu de voir ça que je suis même tenté maintenant qu'ils fassent un 6ème film, histoire de conclure et de les retrouver une dernière fois, quoi. Carrément. On va revenir avec un petit peu de film live avec Les Animaux Fantastiques, un bel événement. Du coup, je suis un très grand fan de la saga Harry Potter, j'en attendais pas pour autant grand chose de celui-ci, même si c'était David Yates qui était revenu, surtout après le travail qu'il nous a livré sur Tarzan. Heureusement par contre, il s'est bien rattrapé sur Les Animaux Fantastiques et nous a livré un divertissement plutôt honnête et assez bien construit, qui me donne assez envie de voir les suites. En fait, le petit truc que je lui reprocherais, c'est qu'autant on est plutôt bien invité dans ce nouvel univers, autant ça assume quand même moins, je trouve, sa dramaturgie qu'il le pourrait. C'est un peu sur la fin, je trouvais que ça manquait un peu de vrai, d'enjeux bien précis. Et en plus, les animaux fantastiques, autant ces animaux sont assez beaux visuellement à voir et sont assez créatifs au niveau de leur design, autant je trouve que leurs effets visuels parfois sont assez visibles et du coup font parfois un petit peu faux tant il y en a. Et en plus de ça, il y a certains personnages, je vais pas dire qu'ils sont caricaturaux, mais je vais dire qu'ils le sont qu'à moitié quoi. Mais je pense que ça vient peut-être de mes goûts par rapport au fait que J.K. Rowling soit à l'écriture du scénario, parce que je vous avouerai que quand j'ai lu les livres Harry Potter, il m'est arrivé de trouver certains personnages assez insupportables et caricaturaux à suivre, chose que globalement la plupart des films Harry Potter avaient bien corrigé et que c'était mieux adapté, mais globalement ça restait amusant à suivre, c'était très sympa, j'irai voir les suites, donc bien. Ah, Captain America Civil War. Civil War tout court on devrait dire d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire sur celui-ci? Il se regarde bien globalement, mais malheureusement il met beaucoup de temps à vraiment décoller. En fait, à partir de la scène d'action de leur affrontement à l'aéroport, parce qu'avant ça, en dehors des autres scènes d'action, c'est vraiment le film nous fait croire que genre il va installer des enjeux vraiment dramatiques, il va installer des thématiques, sauf qu'il ne fait vraiment ça qu'en surface minimum, prétexte pour vraiment mettre du drame, pour nous faire croire qu'il va vraiment y en avoir. Et en dehors de ça, ouais, du coup, les thématiques sont vraiment amenées avec les dialogues de façon vraiment assez mécanique et assez peu profond, quoi. Et ensuite, les scènes d'action, quand ça commence à partir de l'affrontement de l'aéroport, même cette scène-là, elle est extrêmement fun et même jouissif à regarder, je dis absolument pas. Mais le problème, c'est que vu que c'est des super-héros qui de base étaient alliés et qui là s'affrontent, c'est vraiment amené de façon vraiment fun, alors que ça devrait être plus dramatique que ça. Mais heureusement, cette scène-là vient un petit peu plus tard pour du coup la scène finale, qui elle pour le coup amène plus de profondeur, mais vu que ça arrive un peu sur le tard, ça n'a pas le temps d'avoir tant d'impact que ça. Donc oui, ça se regarde, mais bon, c'est pas aussi abouti que ça aurait pu être, et ce n'est pas le grand coup de frais qu'on aurait pu, enfin le vrai coup de frais qu'on pouvait attendre de chez Marvel. Et pour cette raison, personnellement, j'ai préféré Doctor Strange.
En revanche, Rogue One, A Star Wars Story, voilà un film qui nous a apporté ce qu'on voulait à peu près, car je vous avouerai que personnellement je défends l'épisode 7 et j'aime tout autant ce Rogue One, même si j'avoue qu'objectivement il apporte plus de nouveautés tant au niveau de son scénario que de sa production design. Il y a vraiment des plans qui pètent la classe au niveau de la grandeur de l'étoile noire, au niveau de plein de planètes sur lesquelles on voyage. C'est juste un peu au niveau de ces personnages que ça manque un petit peu d'enjeux très précis et de personnages aux personnalités vraiment poussées pour qu'on les suive à fond, mais ils sont tout de même vraiment assez bien écrits, il y a vraiment des scènes dont on va se souvenir, donc franchement c'est du très bon Star Wars. Jason Bourne, c'est sympa, c'est divertissant, ça se regarde, mais franchement ça manque cruellement de richesse et de renouvellement par rapport aux trois autres opus quoi. Sausage Party et La folle aventure de Max et Léon. Ce sont deux films qui globalement se vendaient assez bien pour leur côté très humoristique, qui avaient quelques petites originalités bien comme ça. Et globalement je vous avouerai que ce sont deux films dans lesquels j'ai passé un assez bon moment, mais dont le côté humour ça m'a laissé un peu sur ma réserve, dans lesquels j'ai plus souri et j'ai pas non plus ri tant que ça. Je vous avouerai que pour ce qui est de Max et Léon, je suis très content, cela dit, qu'ils aient ressorti Bernard Farcy dans un film, ça faisait très plaisir de le revoir, mais je ne suis pas fan du Palmacho et là globalement c'est à peu près ce que j'en pense. Mais c'est très bien qu'ils aient pu faire leur film, on sentait de la sincérité et une bonne volonté. Et pour Sausage Party, c'est cool de voir un film d'animation grand public qui ne soit pas pour enfants cette fois-ci. Non, ne montrez surtout pas ce film à vos enfants, hein, c'est pas du tout pour eux. Mais une fois qu'on sait à peu près quel genre d'humour ça va avoir, ça cela dit un beau message, je dois l'avouer, mais quand on sait quel humour il va avoir, globalement je trouve que ça manquait un peu de finesse dans la façon d'amener ses gags et que c'était pas si surprenant que ça au final. Ah, voilà par contre un personnage que j'étais content de retrouver au cinéma cette année. Brise de Nice 3. Car je ne suis objectif ni avec Brise de Nice, ni avec Jean Dujardin qui font partie de ce qui me fait le plus rire au monde. Et j'étais content d'avoir vu ce film en salle, pour lequel je n'attendais pas grand chose parce que c'était quand même une suite qui arrivait vraiment sur le tard. Mais Brise de Nice colle toujours bien sur Jean Dujardin, il a pas trop vieilli, il s'y amuse toujours autant. Et en plus le film part dans beaucoup de délires complètement délirants tout simplement quoi. C'est vrai qu'il ne s'assume pas autant qu'il le pourrait sur la fin. Mais quand même, ça se lâche pas mal, et puis ça fait quand même plaisir de voir un truc qui se lâche pas quand même. Et puisque je viens de parler d'un film français, ça me donne une transition toute trouvée pour aborder la catégorie suivante, puisqu'elle sera consacrée exclusivement à des films français qui étaient franchement bons à voir. Et donc du coup, si je prends une catégorie spécialement pour eux, c'est parce que je vous avouerai que de base, j'en ai un peu marre d'entendre des gens ou de lire des articles qui viennent dire que le cinéma français c'est de la merde et tout ce que vous voulez, parce que franchement ça c'est une chose qui est vraiment complètement faux. On peut avoir quelque chose contre le système du cinéma français qui peut faire fréquemment la même chose, mais on ne peut pas dire franchement que ça manque de bons films, parce que ça vient vraiment du fait qu'on passe notre temps à démolir tous les films qui cartonnent, et sans prendre le temps de chercher au bon endroit, trouver les bons films et assez bien en parler pour que des gens aillent les voir, parce que c'est très souvent ceux-là qui marchent le moins. Et donc c'est sur ce genre de film que je vais revenir. J'ai pris quelques films qui sont globalement assez différents, il n'y aura pas que des comédies, mais c'est des films français qui pour moi valent le coup, histoire de dire oui, en France on sait faire des bons films. Et je vais commencer tout de suite avec Elle de Paul Verhoeven. Alors il faut savoir que ce film, qui est bien une production française, il n'a d'étranger que son réalisateur, puisque Paul Verhoeven, si vous ne savez pas qui c'est un réalisateur d'origine néerlandaise, me semble-t-il, et on le connaît surtout parce qu'il a eu une carrière à Hollywood, et là-bas il y a réalisé quasiment que des films dont on a tous au moins entendu parler si on ne les a pas vus, puisque c'est lui qui est à l'origine le réalisateur du premier Robocop, de Showgirls, de Starship Troopers, de Basic Instinct, et là ça fait genre 10 ans qu'il n'avait pas fait de film, et là il nous revient dans une production française, tournée avec des acteurs français, adapté d'un livre français, et pour lequel il a appris le français pour pouvoir tourner en France. C'est pas la classe ça? Et franchement, même dans ce film, on sent vraiment toute une magnifique maîtrise de l'ambiance et du rythme qui font, oui, extrêmement maîtrisé. Et puis le seul petit truc que je lui reprocherais un petit peu... ce serait un petit peu au niveau des acteurs, alors ça serait plus sur les acteurs secondaires voire tertiaires. Je sentais une petite difficulté de leur part un petit peu de s'intégrer, de passer du jeu français au jeu un petit peu plus sombre dans la direction de Paul Verhoeven, mais ça c'est un petit peu du pinaillage je dirais, mais parce que pour ce qui est des principaux, franchement on a vraiment du super truc, et puis forcément on pense tout de suite à Isabelle Huppert. Récemment elle a eu un Golden Globe qui pour moi est complètement mérité, si ça se trouve elle va aller aux Oscars, parce que franchement elle a un cynisme dans ce film, et pour moi il y a vraiment deux passages
qui montre vraiment sa grande performance dans ce film et qui donne même une dimension très mystérieuse et glauque à son personnage. Je vais pas vous les spoiler, je rentrerai pas dans les détails, mais j'en dirai suffisamment pour que ceux qui auront vu le film savent de quoi je parle et vous, ça donnera peut-être envie de jeter un coup d'œil. Mais il y a une scène par exemple où c'est même au début du film, elle va rendre visite à sa mère et puis pendant ce passage-là, il y a sa mère qui va lui poser une question en lui disant réfléchis bien avant de répondre à ma question. Et elle, la réponse qu'elle lui donne, parce que déjà de base, elle lui donne la réponse direct après qu'elle lui ait posé la question et qu'elle lui dit réfléchis bien, et elle lui répond même oui c'est tout réfléchi. Et la façon dont elle lui délivre ça, elle le délivre tout ça, mais totalement normalement, et c'est glaçant de l'entendre dire ça, quoi. Et un deuxième passage où pour le coup, ça se passe pendant un repas où elle est entourée de ses invités, ses voisins et tout ça. Et lorsqu'un passage où quelqu'un fait une déclaration, elle a un rire totalement cynique qui lui aussi est vraiment limite terrifiant, quoi. Franchement, elle a signé ce qui est peut-être une, voire la meilleure performance pour une actrice que moi j'ai vue cette année, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire, quoi. Elle de Paul Verhoeven, magnifique ambiance, c'est à voir. Bloodfather de Jean-François Richet, qui pour le coup lui c'est le total opposé de elle, dans la mesure où lui pour le coup c'est une production américaine et qui n'a de français que son réalisateur, puisque Jean-François Richet qui est un réalisateur qui fait globalement arrive à faire des films de genre en France quand il ne fait pas des comédies comme Un moment d'égarement, mais c'est lui qui nous avait offert le diptyque avec les deux volets de la saga du biopic de Mesrine il y a maintenant plus de 10 ans qui était vraiment excellentissime. Et là il a pu aller tourner un petit film d'action un peu plus série B aux États-Unis dans lequel il a un peu sorti Mel Gibson de l'ombre, quoi. Faut dire que Mel Gibson il a eu une année quand même assez plutôt bien occupée. Dans Bloodfather, c'est lui qui va jouer un père qui va protéger sa fille de quelques ennuis qu'elle a eu avec une bande dans laquelle elle était. Et globalement, là, il signe tout de même, je trouvais, une très belle performance. On sentait que Mel Gibson était bien inspiré et bien intégré, bien investi dans son rôle. Et puis, même si le film n'est pas forcément aussi abouti qu'on pourrait le penser, on sent quand même que Jean-François Richet a voulu faire un truc au moins divertissant, bien rythmé, de bonnes scènes d'action qui pourront passer un bon moment. Ça, c'est typiquement le genre de film que si vous voulez voir un film d'action sans trop de prise de tête, mais sans débilité, non, c'est pas débile pour autant, qui soit bien construit, en plus ça dure qu'1h30, donc Bloodfather, c'est très bien. L'Odyssée, le fameux biopic sur Jean-Yves Cousteau qui avait été réalisé par Jérôme Salle, qui lui aussi est un réalisateur qui tente de faire des films un petit peu plus gros que ça en France, puisque c'est lui qui nous a offert par exemple les deux volets de la saga Largo Winch il y a quelques années. Et là, pour le coup, voilà un biopic qui s'est donné beaucoup de moyens pour donner lieu à un film vraiment abouti et qui réussit aussi à être divertissant, puisque en plus d'avoir de très bons acteurs, ça a vraiment réussi à filmer des séquences sous-marines de base. Moi, j'aime beaucoup les séquences qui se passent sous l'eau. Et là, il y en a un nombre suffisamment nombreux et qui dure suffisamment longtemps pour que je puisse vraiment me régaler. Mais c'est un vrai très beau film au niveau de ses couleurs, au niveau de ses idées de cadrage et ce n'est même pas trop long, donc franchement je trouve que c'est vraiment un très bon biopic. J'ai pas forcément grand chose à dire dessus, mais franchement c'est un truc qui s'est donné beaucoup de moyens et je trouve que ça serait dommage de ne pas lui essayer de le regarder pour encourager ça, quoi. Joséphine Sarondy de Marie-Lou Berry. Voilà pour le coup une comédie que je trouve on n'a pas assez mis en avant cette année, qui aurait mérité de faire plus d'entrées que ça. Je crois qu'il a dépassé le million d'entrées, mais pour le coup il aurait franchement pu faire plus que ça pour qu'on en parle plus. Pour le coup, je vais quand même vous l'avouer, au départ, j'étais absolument pas tenté de voir ce film parce que la bande-annonce le vend super mal, dans la mesure où elle ne fait qu'enchaîner gag sur gag sur gag sur gag sur gag pendant tout le montage très rapide de sa bande-annonce, alors qu'en réalité, quand on voit le film, les gags, ils sont amenés d'une façon beaucoup plus posée, ça prend plus son temps pour venir, et ce que la bande-annonce n'a pas assez mis en valeur à mon goût, c'est le fait que franchement c'est vraiment un film qui a été tourné, travaillé et préparé avec grand soin. C'est le premier film de Marie-Lou Berry, c'est la fille de Josiane Balasco qui joue aussi dans le film, et franchement elle a vraiment mis beaucoup de passion et beaucoup de soin dans son projet, quoi. C'est vraiment un truc qui est là pour nous détendre et pour nous faire rire, mais ce n'est pas tant au niveau des répliques que c'est vraiment drôle avec ces acteurs. Non, c'est beaucoup au niveau... c'est passionnant à regarder au niveau du visuel, parce je crois qu'il n'y a pas un plan qui ne dégorge de plein de détails au niveau des couleurs, des accessoires qui sont présents. Enfin, il y a beaucoup de gars qui reposent sur le visuel, et c'est formidablement rythmé. En plus de ça, je crois que là, dans ce film, ça contient un des meilleurs castings que j'ai vu cette année. Non pas que je remettrais un César forcément à chacun d'entre eux, mais il n'y a pas un acteur et pas un personnage qui ne joue à un seul moment, qui ne joue faux et qui ne soit pas un minimum attachant, quoi. Tous les personnages sont attachants dans ce film. Là, pour le coup, c'est vraiment un film où je trouve j'avais vraiment envie de les suivre, j'avais envie de rester avec eux à la fin, où j'étais très content de les retrouver à chaque fois. C'est un des films, enfin, c'est vraiment partie de ce qu'il y a eu de plus agréable en termes de comédie cette année, et en plus, c'est drôle, quoi.
Donc là, pour le coup, ouais, je ne voulais pas voir ce film à cause de la bande-annonce parce que ça le vendait très mal. Heureusement, une personne m'avait convaincu d'aller voir ce film. C'est ça qu'il y a de bien avec les gens des fois, c'est qu'ils nous arrivent à nous convaincre d'aller voir des films que de base on n'irait pas voir. Donc franchement, si vous voulez, si un dimanche soir vous ne savez pas quoi regarder mais que vous voulez regarder un bon truc pour passer vraiment un bon moment avec un petit peu d'exigence, Joséphine Sarondi. Et enfin, je vais revenir un tout petit instant sur Irréprochable de Sébastien Marnier. Ici, on a pour le coup un film qui globalement sait où il veut aller, puisque c'est un film qui raconte une histoire un petit peu sombre d'une femme qui est jouée par Marina Foïs, qui revient dans sa ville où elle a vécu il y a quelques années dans l'espoir de reprendre son travail, sauf que son travail a déjà été repris par une fille bien plus jeune qui doit avoir genre 25 ans, qui est jouée par Joséphine Japy. Et du coup, pendant tout le film, on va un petit peu explorer sa vie passée, et puis sauf qu'elle, son but principal, bah, ça va être de reprendre son travail quasiment à tout prix, et puis ça c'est vraiment grâce à la performance de Marina Foïs qu'on rentre assez facilement dans le film et qu'on la suit avec assez d'intensité. Il y a pas mal de passages qui sont sombres, c'est assez ambitieux au niveau de la réalisation et au niveau même de la performance de Marina Foïs, puisque de base c'est tout de même une actrice pour laquelle j'ai une très bonne estime, et là franchement elle a fait un excellent choix de tourner là-dedans, puisqu'on lui a donné un rôle qui est quand même assez sombre et qui serait presque digne d'un thriller à l'américaine, quoi. Même si forcément c'est pas poussé jusqu'au gros thriller. Il y a juste quelques passages qui me paraissaient un peu bizarres. C'est ce truc où je lui reprocherais ou bien qu'il faudrait que je comprenne. C'est qu'étant donné que j'avais l'impression que de base le film se voulait relativement sombre, il y avait tout de même des passages qui étaient quand même vraiment suréclairés, ou avec la lumière, il y avait beaucoup de lumière du soleil, ou beaucoup de lumière artificielle tout court. Ou soit c'était vraiment très coloré, enfin je sais pas si c'était pour rentrer en contraste ou pas, mais très franchement c'est vraiment pour un premier film, en plus là on parle encore d'un premier film, c'est vraiment un film qui a été franchement monté avec un beau soin et qui est relativement assez abouti et qui se suit franchement avec intensité. Donc bravo à Marina Foïs surtout pour sa performance, quoi. Allez, maintenant on va pouvoir aborder le cas des films qui sont super. Et je vais commencer par vous parler des films que j'ai beaucoup aimés et qui sont donc dans mes mentions honorables. Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai fait une sélection de films, il y en a eu un certain nombre au-dessus de 10. Et du coup, bah, ce sont ces derniers qui ont pu être dans le classement, mais dont les 10 autres, quand ils sont arrivés, bah, ils les ont détrônés. Du coup, bah, je vais en parler tout de suite. Commençons. Avec Papa ou Maman 2 de Martin Bourboulon. Et là, je vais essayer de me retenir de ne pas rire parce que je vais vous avouer, je crois que c'est le film qui m'a foutu le plus de barres de rire cette année. Surtout que de base, franchement, quand j'ai appris l'existence de ce film, j'y croyais absolument pas. J'étais persuadé que ça allait être n'importe quoi et que ça allait être une grosse connerie. En même temps, quand tu vois la bande-annonce du premier avec un pitch du style un papa et une maman ne veulent pas la garde de leurs enfants, même si c'est mieux expliqué dans le film, dans la bande-annonce du premier, c'était absolument pas dit. Bah tu dis que c'est un concept complètement con. Alors si c'est un peu plus subtil dans le film, après tout, pourquoi pas une suite, quoi. Mais franchement, là, en plus la suite est sortie presque 2 ans après le premier. Franchement, il y a vraiment du super boulot de fait, quoi. Et mais ça, franchement, ça vient du fait que ce qui fait les qualités des deux films Papa ou Maman, c'est vraiment l'interprétation de ces deux acteurs principaux, quoi. Je parlais de Marina Foïs tout à l'heure, mais il y a aussi Laurent Lafitte qui, je pense, qui en France est peut-être un de mes acteurs préférés français, du coup. Mais ça vient exclusivement de leur jeu, quoi, parce que je sais pas comment ils réagissent quand ils lisent le scénario et quand à quoi ils pensent, mais c'est tellement... De base, les situations qu'ils amènent sont tellement débiles, avec une histoire totalement débile, que eux, ils arrivent à assumer ça complètement en balançant tous leurs trucs, en prenant leurs trucs très au sérieux et très premier degré, et ça donne lieu à des personnages qui sont de base sont complètement cons, mais le film nous dit pas spécialement, n'essaie pas de les rendre ridicules ou second degré, il nous dit non, ils sont juste comme ça, ils pensent comme ça, et c'est normal, et c'est génial, quoi. Bah, rien que pour ces deux acteurs, franchement, leur alchimie, leur jeu, la façon dont ils ont de rendre des situations qui pourraient être vraiment débiles entre les mains d'autres comédiens, eux ils arrivent à les rendre extrêmement fun, rythmés et jouissifs. Et même au niveau de la réalisation, ça a quelques petits intérêts, parce que je veux dire, quand t'as un film qui commence genre dans un plan séquence où il débarque, où il y a une petite dizaine de personnes dans toute une maison et que la caméra suit une personne pendant 10 secondes qui va monter dans l'escalier chercher un truc dans sa chambre, qui suit une autre personne qui pour le coup descend à la cuisine chercher sa salade pour l'amener à table, enfin ça montre vraiment tout le bordel qu'il peut y avoir dans cette scène, et puis ça joue beaucoup aussi au niveau humour, ça joue beaucoup sur le cadrage, quoi. Moi le truc qui me revient tout de suite, c'est il y a un plan fixe qui revient très souvent.
étant donné que les deux acteurs dans ce film, enfin, les deux personnages, ne peuvent pas vivre loin l'un de l'autre même s'ils sont divorcés, bah du coup ils habitent l'un en face de l'autre, et puis les enfants, bah, il y a une intervalle de visite, quoi. Il y a un jour ils vont chez le papa, un jour ils vont chez maman, ou une semaine sur deux, ça dépend, et t'as fréquemment un plan fixe qui va montrer les deux maisons, et où on va te montrer genre des personnes habitants d'une maison aller vers chez les autres, juste histoire de se dire bah ouais, il y a toujours des emmerdes, il y a toujours un moment où ils vont aller chez l'autre pour X ou Y raison, et c'est vraiment des passages, mais je vous jure, moi ça m'a mis les larmes aux yeux, quoi. Je veux dire, c'est peut-être subjectif, c'est peut-être, enfin, de base c'est pas mon type d'humour, mais ce que j'aime avec ce film, c'est qu'à chaque seconde, je suis en train de me dire, mais comment tu fais pour me faire rire avec ça, quoi. Donc moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Je crois que ça m'a même carrément donné envie pour le coup de m'acheter l'intégrale en DVD Blu-ray des deux papas ou maman quand ils sortiront. Donc ouais, moi c'est le film qui m'a fait le plus rire cette année. C'est pas genre la comédie la plus aboutie parce que c'est plus un prétexte pour vraiment rire, mais ça le fait tellement bien. Et en plus, dans le paysage de toutes ces suites françaises qu'on a eues, La Tour de Contrôle Infernal, Camping 3, Brise de Nice 3 et du coup Papa ou Maman 2. Alors j'ai pas été toutes les voir parce que bon, il y avait des films que je me suis pas forcé à voir du style Camping 3 et Radin aussi d'ailleurs, vu que ça m'avait l'air un peu naze, je me suis pas forcé à aller les voir. Mais dans le paysage des suites françaises, je crois que là je vais plutôt parler pour les critiques que j'ai entendues, j'ai l'impression que c'est celle qui s'en est le mieux sortie quoi dans le paysage des suites françaises quoi. Celle qui a délivré un meilleur film et qui dont certains le préfèrent carrément au premier, et en plus de ça, ben étant sorti qu'avec 2 ans d'écart, franchement ça a été fait rapidos mais extrêmement bien rapidement. Je crois que pour le coup je le préfère au premier. Ouais. Ça corrige même d'ailleurs ce que moi personnellement j'avais un peu reproché au premier film, c'est que ça allait dans tellement de délires qu'il y en avait certains pour le coup que je trouvais vraiment beaucoup trop lourds et qui du coup étaient mal amenés parce que de base tout le film n'est pas fin pour un sou, mais il y avait des passages qui je trouvais étaient vraiment traités en too much, c'était un peu trop et ça le faisait pas, c'était trop quoi. Là pour le coup dans ce film aussi il y a des trucs qui pourraient faire un peu en trop, mais c'est un peu plus travaillé et un peu mieux amené, ce qui fait qu'en plus bon vu qu'on s'y attend un petit peu à ce qu'il y ait des situations comme ça, ben elles sont un petit peu mieux amenées et donc même là pour le coup tout le film passe beaucoup mieux. Brooklyn de John Crowley, et maintenant que j'ai enfin pu citer ce film, vous m'excuserez une petite minute. Voilà, j'avais juste enlevé le temps. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc Brooklyn de John Crowley qui je pense est typiquement le film que je n'aurais pas été voir si les Oscars n'en avaient pas parlé, puisqu'il avait été nominé dans 3 catégories. Il avait été nominé dans meilleur film, meilleure actrice pour Saoirse Ronan et dans meilleur scénario adapté. Et surtout que sur le papier, et même au vu de la bande-annonce, ça avait l'air d'être un truc extrêmement classique, vu et revu. Et pourtant, je trouve que ce film possède un charme, mais quasiment indéniable, qui fait qu'il est vraiment très agréable à suivre, qu'il est assez émouvant, assez sincère et une très bonne volonté. Et parce qu'en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Eilish qui est irlandaise et qui va immigrer aux États-Unis dans l'espoir d'y avoir une vie meilleure. Et globalement, c'est tout ce qui concerne son dilemme de son ancienne vie face à sa nouvelle vie qui va faire surface et qui va être traité vraiment en toute finesse. Avec beaucoup d'émotions et c'est vraiment Saoirse Ronan n'y est vraiment pas pour rien dans la réussite de ce film quoi, parce qu'elle avait débarqué, elle a commencé à débarquer, je sais pas quel film exactement l'a fait connaître, mais quand elle était arrivée, c'est typiquement l'actrice qu'on pouvait penser qui était de passage et que dans quelques années on ne verrait plus. Et là franchement, elle est peut-être sur le point de devenir un jour une grande actrice quoi, parce qu'elle a eu son nomination à l'Oscar, elle l'a absolument pas volé parce elle m'a touché à quasiment chaque scène, il lui faut vraiment peu de choses pour nous émouvoir et pour vraiment capter le regard et l'attention et l'émotion. Elle est toujours juste, sensible, elle délivre vraiment un personnage qui est... On pourrait peut-être la trouver agaçante, mais c'est juste dans son dilemme qu'elle est perdue, mais c'est un dilemme que je trouve qui est vraiment très bien traité, donc franchement c'est très attachant à suivre. Lorsqu'on a vu son nom dans l'Oscar, nominé à l'Oscar du meilleur film, c'est vraiment là où on pouvait vraiment en être surpris, puisque c'est un film qui sortait vraiment de nulle part. Mais après le visionnage, moi sa nomination ne me surprenait plus et c'était même un des films que je soutenais le plus quoi, que j'aurais, s'il avait l'Oscar du meilleur film, j'en aurais été franchement content quoi. Il a volé aucune de ces 3 nominations là, il n'a eu aucun de ces prix là, mais il le méritait peut-être pas forcément, mais je crois que même que c'est le film dont j'ai le plus les boules qui ne soit pas dans le top 10. C'est même pas parce que c'est genre mon 11e film préféré de l'année, c'est juste qu'on en a tellement peu parlé, je trouve ça tellement dommage que j'aurais franchement voulu le défendre encore plus. Ça vient de la satisfaction qu'on peut avoir des fois que lorsqu'un film ne marche pas autant
qu'on penserait qu'il le mériterait, qu'on l'a vraiment beaucoup aimé, on aimerait le défendre plus qu'on le ferait de l'ordinaire. Mais franchement, il est dans les mentions honorables et je n'ai absolument pas forcé ça. Je voulais qu'il soit dans le top 10. Il ne l'est pas. Il y a eu 10 autres films qui ont été meilleurs que lui. Mais franchement, ne restez pas sur un a priori. Ne pensez pas que c'est ultra classique. C'est la façon dont il raconte son histoire qui est vraiment très belle. Au niveau de la reconstitution de son époque, qui est vraiment très réussie, immersive, et ses acteurs qui sont globalement assez attachants, et les acteurs britanniques en général sont toujours assez attachants, et donc franchement une très bonne surprise. Cigogne et compagnie. Ça, je crois que c'est typiquement le film que je me serais pas attendu à aller voir, ni même à aimer, et encore moins du coup à mettre dans les mentions honorables. Mais il se trouve que par chance, il y a eu un après-midi où je m'étais dit qu'il serait peut-être bon que j'aille vérifier un peu les films d'animation actuels, voir s'ils étaient bons pour les enfants, s'ils étaient bons tout court, et s'il fallait du coup emmener les enfants, les emmener voir ces films. Du coup, en un après-midi, cet après-midi-là, je me suis enchaîné Les Trolls et Cigogne et compagnie. Je vais passer très vite fait sur Les Trolls dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais globalement, je trouvais qu'autant ça se regardait plutôt bien, c'était relativement agréable, mais dans la mesure où ça avait un tel concept, ça ne s'est pas autant, j'ai trouvé pas autant assumé et c'était pas non plus tant poussé que ça pour être vraiment mémorable quoi. Ça a des bonnes idées mais t'as pas forcément une fois globalement que ça délivre son message aussi beau soit-il, je dis pas. Bah une fois qu'il a délivré son message, c'est genre le film est fini quoi. Voilà, il délivre son message et il en fait pas forcément plus quoi. Avec tout son concept, il pouvait je pense aller un peu plus loin. Et du coup Cigogne et compagnie, lui au contraire, je trouvais qu'il était vraiment plus poussé et plus assumé quoi. Parce que même si ce film-là n'a pas forcément par exemple plus de scènes dramatiques, les principales scènes d'émotion qu'ils peuvent amener, enfin parce que globalement je vais vous dire l'histoire très rapidement, c'est l'histoire de Cigogne qui dans un temps livrait des bébés à domicile et qui à des parents qui les commandaient forcément. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu la grosse entreprise à la Amazon qui, quand on lui commande des produits ménagers ou des produits culturels, nous les livre le plus rapidement possible à domicile. Et, euh, et donc maintenant qu'ils sont devenus cette entreprise, il y a eu à un moment donné un enfant qui commande un petit frère ou une petite sœur. Et une des cigognes qui reçoit ce message va décider de livrer le bébé. Sauf que vu que l'entreprise est contre ce système-là, ben ils vont essayer de le rattraper et de l'empêcher de le livrer et le chasser de la boîte par la même occasion. Et donc ça les amène forcément dans plusieurs péripéties, mais la plupart des séquences d'émotion sont plus amenées par le fait bah forcément on a un bébé animé dans ce film. Et c'est un peu comme dans le premier Âge de glace par exemple, où ce genre de truc, ça amène automatiquement des scènes qu'on va trouver vraiment trop mignons, ou qu'on va peut-être en rire, peut-être pleurer, ça dépend de vous. Mais du coup même ce truc là c'est très assumé dans une séquence par exemple où ils se font arrêter par une meute de loups, et même ces loups là ils trouvent le bébé tellement mignon qu'ils n'osent pas le toucher, enfin pas lui faire du mal, et du coup ils le chérissent, ils lui lèchent les joues, tout ça, et la manière dont c'est amené, c'est vraiment du super délire, c'est très drôle. Et oh, t'as aussi toute une séquence délirante avec des pingouins. Enfin, là, je vais pas en dire plus, mais tant que je dis séquence avec des pingouins dans Cigogne et compagnie, je pense que ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Surtout que je crois que cette scène est dans la bande-annonce, donc vous pouvez même carrément aller la voir tout de suite. Mais il y a des tas de séquences où c'est vraiment très drôle, où les personnages sont très sympathiques à suivre. Je l'ai vu en VF. Je suis pas du tout un expert en VF, mais je l'ai vu en VF et ça passait très bien. Florent Père, qui est un humoriste que j'aime plutôt pas mal, fait ses débuts dans le doublage et s'en sort vraiment très bien. Il s'y amuse vachement bien. Donc moi, franchement, je vous le dis, Cigogne et compagnie, montrez-le à vos enfants, quoi. Enfin, évidemment, si j'en parle, ça veut bien sûr dire regardez ce film avec eux. Je pense que même vous passerez un bon moment et que vous rigolerez bien. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a des tas de passages où j'ai été mort de rire. Eux le seront peut-être et sûrement vous aussi. Donc, en plus de ça, ça délivre un super message familial dont il serait vraiment dommage de se priver. Donc, matez Cigogne et compagnie. Vous passerez un bon moment. Ouais. Très bon? Oui, très bon moment. C'est un beau délire. On peut passer à la suite? Eh bien, on va rester dans le domaine de l'animation puisqu'on va parler de Ma vie de courgette, réalisé... Merde. Excusez-moi une petite seconde. Ah, réalisé par Claude Barras, le fameux film d'animation français dont on a pas mal parlé en cette fin d'année, puisque lui pour le coup il a eu une sortie en salle assez exemplaire dans la mesure où on en parlait pas mal dans les journaux télévisés, dans les journaux tout court même, avant sa sortie, et que quand il est sorti au cinéma, bah, il avait vraiment du mal à trouver son public malgré le fait que quasiment toutes les critiques adoraient ce film, et manifestement vu que les critiques adoraient le film, il a tellement eu un bon bouche à oreille que plus les semaines avançaient, et en règle générale, moi qui surveille le box-office en général, je pense qu'en moyenne un film
perd 40 ou 50% de ses entrées la deuxième semaine d'exploitation. Lui, pour le coup, il en perdait de 20 à 30% chaque semaine et pendant au moins 2 mois. Quoi. Lui, franchement, il y a même des semaines où il faisait plus d'entrées que sa semaine précédente, même quand ce n'était pas en période de vacances scolaires. Quoi. Donc franchement, il a vraiment eu un très beau parcours grâce à son bouche-à-oreille. Et bon, je pars de partout, mais du coup, ça raconte... En gros, pour dire, c'est peut-être un petit peu le film le plus simplement sincère qu'on puisse voir cette année, quoi. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai vu, parce que ça raconte une histoire presque toute banale d'un enfant. Bah, en plus, c'est réalisé en stop motion, donc ça rend pas forcément le film banal, mais un film en stop motion en France avec de très belles couleurs en plus, qui raconte donc l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Courgette et qui veut vraiment qu'on l'appelle comme ça en plus, qui est placé dans un institut pour enfants après avoir perdu sa mère et qui va rencontrer des difficultés pour s'intégrer et qui, bon, plus le temps va passer, plus il va se faire des amis et puis il va s'entendre avec les enfants de l'institut. Et comme je disais, voilà, le pitch est simple, tous les événements et les péripéties sont simples, mais elles sont vraies. Tout est fait de manière extrêmement sincère. J'ai du mal vraiment à exprimer pourquoi est-ce qu'on a autant aimé ce film. Bah, parce qu'il est sincère forcément, mais non, ce que j'ai plutôt le mal à expliquer en fait, c'est pourquoi est-ce que personne d'autre l'a fait. En fait, je crois que c'est ça qu'on se dit en regardant le film, c'est que on peut se dire ça a l'air très simple et pourtant on l'a pas fait quoi. Parce que la manière dont il amène tous ces événements, c'est vraiment assez maîtrisé et puis même tout le casting vocal des enfants a vraiment été très bien choisi puisqu'en plus de ça ils n'ont même pas pris des enfants comédiens pour ça, ils ont vraiment pris des enfants avec lesquels ils ont testé l'alchimie pour pouvoir faire les doublages. Et lorsqu'il s'agissait et lorsque les enfants du film se retrouvent dans une situation, par exemple, il y a une scène où ils se retrouvent à faire dans un chalet une petite bataille, je sais plus si c'est une bataille de boule de neige ou de polochon, mais c'est une bataille en tout cas. Et bah du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les enfants face à face debout dans le studio d'enregistrement, et puis ils leur ont donné des trucs de genre des balles de tennis ou des coussins, et du coup, ils les enregistraient pendant qu'ils faisaient la bataille, quoi. Ils enregistraient leurs petits hurlements du style prends ça, tiens, tout ça, et c'est vraiment ces cris-là qu'on entend pendant la scène, et ils ont fait ça pour beaucoup de scènes de doublage, ce qui redonne un côté encore plus authentique, et c'est vraiment ce qui fait la force de Ma vie de courgette, surtout qu'il ne dure qu'1h05 et donc c'est vrai que ça peut un peu renforcer le fait que qu'on n'a pas peur au moins que le film soit trop long globalement parce il dure 1h05 mais il est suffisamment riche pour ça quoi. Je veux dire, on n'a ni l'impression que c'est trop court ni l'impression que c'est trop long quoi. Peut-être qu'on peut avoir l'impression que c'est trop court vu que ça dure qu'1 heure mais franchement en plus de ça vu le succès qu'il a actuellement il a été au Golden Globes du meilleur film d'animation et là il vient d'être nominé à l'Oscar du meilleur film d'animation. Je pense pas qu'il le remportera mais franchement c'est vraiment génial qu'un film aussi simple et en France soit bien reconnu quoi. Donc magnifique carrière pour ma vie de courgette. J'adore les transitions de malade que je fais. On va encore parler d'un film qui parle d'enfants qui ont un petit peu du mal à s'intégrer. Cigarette et chocolat chaud raconte l'histoire d'un père dont la femme est décédée depuis un petit bout de temps et qui du coup depuis un certain temps élève ses enfants en dehors à l'abri des regards de la société qu'il estime être totalement malsaine et inappropriée et donc pour protéger ses enfants. Et non, ce n'est pas le film auquel vous êtes certainement en train de penser, puisque non, je ne me suis pas trompé de film, c'est juste que le film auquel vous êtes en train de penser, c'est un film que je garde pour un peu plus tard. Oh, le teasing de fou. Et donc, Cigarette et chocolat chaud raconte bien l'histoire d'un père qui élève ses 2 filles après la mort de leur mère il y a quelques années dans une petite maison qui en soi est très colorée mais qui est très mal propre et mal rangée, où on n'aimerait pas forcément habiter, à moins pour vivre leur petit bonheur quotidien quoi. Et un jour il va se faire rattraper par le système de l'éducation qui va non seulement ordonner à ses filles j'allais dire s'introduire, mais de s'intégrer à l'école et au père de suivre un stage pour mieux les éduquer et autant la plus petite des filles s'en sortira à peu près, mais la plus grande va rencontrer plusieurs soucis d'intégration, notamment à cause de quelques-uns de ses tics physiques au niveau de ses expressions de visage. Et c'est réalisé par Sophie Rennes, qui est une ancienne monteuse sur pas mal de films français qui ont globalement bonne réputation et qui étaient globalement assez ambitieux. Mais pour le coup, je disais que Ma vie de courgette était le film le plus simplement sincère de l'année, autant je dirais que Cigarette et chocolat chaud est le film le plus attachant de l'année. Parce que on a croisé beaucoup des films attachants cette année, mais ce qu'il a de plus ou de moins, ça dépend comment vous le prendrez, c'est que lui, franchement, tout ce qu'il nous délivre, toutes ces petites idées, il les livre sans absolument aucune prétention. Je veux dire, il n'y a aucun passage où je me suis dit, ouais, il montre ça pour faire joli, ou c'est pour nous montrer ce qu'il sait faire, il veut... la démonstration surfaite, il n'en fait à aucun moment. C'est vraiment... tout est amené de façon très fine, c'est très agréable à suivre, tout est attachant dans ce film, il n'y a rien à jeter quoi.
C'est attachant au niveau de beaucoup de scènes, de son histoire et de ses acteurs forcément, dans lequel on a notamment Camille Cotin qui interprète l'inspectrice de l'éducation pour enfants qui à la fois fait son métier mais qui plus le film avance et plus elle aura un jeu assez nuancé dans lequel elle va vivre un petit peu le quotidien de cette famille. Gustave Kervern qui je n'aurais jamais cru est un acteur a priori en plus d'être un réalisateur qui est belge je crois avec son duo de réalisateurs qu'il forme avec Benoît Delépine qui a notamment par exemple réalisé Saint-Amour sorti cette année mais qui comme je vous l'ai dit j'ai loupé. Et lui, franchement, il joue vraiment un père ultra attachant, un gros nounours qu'on a envie de suivre et qui, super sympa, quoi. Et même les deux jeunes comédiennes qui jouent les deux filles, d'après ce que j'ai su, autant la plus jeune des deux filles avait déjà eu quelques rôles soit dans des téléfilms ou des petits films français, je ne sais plus quoi, autant la première, c'était son premier rôle au cinéma, et elle aussi a un jeu, elle est vraiment très juste, elle est très sensible, et du coup ça la rend vraiment très mignonne et très agréable à suivre, donc vraiment ce film n'a absolument rien à jeter, le film le plus attachant de l'année, ça se résume à ça. Le seul passage où à la rigueur j'ai trouvé qu'il était un peu moins maîtrisé, mais quand je dis moins maîtrisé c'est pas genre un passage où je me suis dit que c'était un mauvais passage, c'est juste que c'était un peu moins bien que tout ce qui avait été mis à haute échelle dans tout le reste du film, c'est juste un petit peu sa scène de fin que j'ai trouvé peut-être un chouïa forcé et amené de façon un peu moins maîtrisée que tout le reste, mais franchement je suis en train de dire ça, je suis sûr que c'est juste du pinaillage pour vous trouver un petit défaut pour qu'éventuellement ce soit un peu plus crédible de parler de ce film dont on a assez peu parlé je trouve, mais je vous l'ai dit franchement il n'y a rien à jeter dans ce film, donc franchement voyez-le, je pense franchement c'est presque pour moi impossible de dire que ce film est nul quoi, donc donnez-lui sa chance, s'il vous plaît. Et là, on va parler d'un film qui n'a alors mais strictement rien à voir avec le film précédent. Et c'est pas genre sur total opposé, mais franchement, faire une transition de Cigarette et chocolat chaud à celui-ci, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus de ça, on va parler du film qui, je pense, était peut-être le film qu'on attendait le plus cette année, qui pourtant a fait le plus de polémiques, dont on a le plus parlé, j'en sais rien. Vous avez peut-être déjà compris de qui je parle. Batman vs Superman, Dawn of Justice. Et en plus je triche un petit peu parce que de base j'ai hésité à le placer dans les mentions honorables, mais s'il se trouve cette partie de la vidéo c'est uniquement grâce à sa version longue quoi. Normalement histoire de sanctionner le studio de ne pas avoir sorti cette version longue directement, je devrais le mettre, j'aurais dû en parler tout à l'heure dans les films dans lesquels j'ai juste donné mon avis, mais la version longue était tellement plus réussie que sa version cinéma que quand j'en étais sorti, ma réaction ressemblait à du genre... mais qu'est-ce que c'est que ce putain de fourre-tout quoi. Ça avait de superbes thématiques et des idées ultra intéressantes pour un film de super-héros, mais c'était tellement surchargé en histoire que ça ne pouvait pas prendre le temps de bien tout traiter et d'aller jusqu'au bout quoi. Mais heureusement cette version longue qui dure une demi-heure de plus, donc il amène le film à 3 heures, ce qui est rare pour un film de super-héros, ça rend le récit beaucoup plus fluide, et en plus de ça, ça prend vraiment le temps de nous introduire aux scènes, parce que dans la version ciné, quand j'avais été le voir, il y avait des tas de scènes où je débarquais et j'étais en mode oulala, mais attends, mais vous m'avez marqué dans cette scène là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le montage était vraiment, c'était n'importe quoi car, pour beaucoup de choses, et donc oui, grâce à cette version longue qui approfondit pas mal les thématiques, qui développe plus toutes ces idées de religion, tout le combat qui oppose Batman contre Superman est mieux amené par rapport à leur point de vue sur pourquoi l'autre devrait être éliminé. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que de base Zack Snyder a vraiment su bien amener parce que bon, faire un combat entre Batman et Superman de base, c'est pas forcément un truc qui est très intelligent, mais franchement le film se prend vraiment au sérieux, il traite des thématiques au premier degré et ça marche franchement. C'est vraiment un truc dont Marvel devrait prendre un petit peu de graines parce que ça prend quand même quelques risques quoi, parce que vu comment il a divisé en plus, pour moi c'est vraiment un film qui a bien fait de diviser parce que quelque part vu tout ce qu'il traite, je veux pas dire que c'est logique qu'il divise, mais vu le ton du film où des puissances comme Batman et Superman sont divisées, et quelque part que le film divise, c'est presque aussi bien quoi. Après il est pas, je vous avouerai, vu que comme je vous disais, même la version longue, j'ai hésité un peu à la mettre dans ses mentions honorables parce que franchement il y avait des trucs qui de base étaient vraiment assez mal amenés, je veux dire quoi, le Doomsday, c'est pas un spoil de parler de Doomsday, hein, quoi, le trailer vous avez tout dévoilé au début de l'année dernière. Autant c'est pas forcément une mauvaise idée de l'avoir inclus ici, mais le problème c'est que son design c'était du ultra vu et revu, c'est juste un monstre qui saute de partout, qui casse tout de partout et qui hurle de partout. En dehors de ça il réfléchit pas beaucoup quoi. Alors je sais pas comment il est dans les comics mais je m'en fous, moi je juge pour ce qu'il est dans le film. Et même le Lex Luthor, alors pour le coup c'est vrai que les méchants étaient pas très réussis dans ce film, mais franchement le Lex Luthor c'est une caractérisation typique que je déteste et que je qualifie de
exagérément excentrique. C'est-à-dire que Jesse Eisenberg, qui est pourtant un super acteur, je voyais vraiment Jesse Eisenberg essayer d'avoir de la folie, tenter de nous montrer qu'il avait de la folie, mais à aucun moment je ne croyais ni en sa folie, ni au fait que beaucoup d'événements qui se passaient dans ce film, je me disais bien, c'est vraiment lui qui a fait ça, ce mec ultra excentrique, tout ça, j'y croyais pas spécialement. Donc moi, le Lex Luthor n'était pas spécialement réussi. Mais comme je vous l'ai dit, franchement, c'est vraiment un film de super-héros qui fait quand même un peu de bien en cette année 2016 où il y avait quand même eu beaucoup de films de super-héros, quoi. Et pour finir, je vais vous parler de Kubo et l'armure magique. Et je vous avouerai que pour le coup, je pense que je n'ai pas forcément grand chose à rajouter sur ce film, si ce n'est que forcément il est génial, mais je vous avouerai qu'en fait c'est vraiment le film que une fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu tout ce que j'allais voir dans le film. Et je dis pas au niveau de l'histoire, c'est juste que toutes les qualités que j'ai trouvées dans le film sont dans la bande-annonce, quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais, waouh, ça a l'air d'avoir de superbes idées pour animer le film, il y en avait. Ça a l'air d'avoir des personnages attachants, il y en avait. Ça a l'air d'avoir une très belle histoire qui assume de la dramaturgie avec une très belle utilisation du voyage du héros, il y était aussi. Donc moi, tout ce que je peux vous recommander, c'est regarder la bande-annonce, et si elle vous plaît, le film vous plaira, c'est quasiment sûr. Et si la bande-annonce ne vous plaît pas, essayez quand même, et puis vous verrez. Donc ouais, Kubo et l'armure magique, très bon. Comme vous l'avez vu, nous sommes actuellement dans la première partie de ce bilan qui touche à sa fin, car à force de parler, je me rends compte que la vidéo dure vraiment super longtemps, et que vu que pour le top, les 10 prochains films, j'ai vraiment envie de prendre le temps que j'ai envie pour parler de chacun d'entre eux, et que j'ai pas envie de me presser en mode dépêche-toi d'en parler parce que la vidéo dure déjà suffisamment longtemps, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler des 10 films que j'aurais préférés cette année-là. Vu tous les films dont j'ai parlé, ça vous permet déjà d'avoir des pronostics sur les 10 films que vous verrez dans la prochaine vidéo, mais j'ai malheureusement pas parlé de tout, de base. Il y avait des films que j'aurais pu parler, mais dont je ne savais pas comment en parler, que je les aimais ou pas. Donc, écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie, c'est super cool. Si vous avez fait un petit zapping ou regardé que le début et la fin, et que vous venez d'arriver après le début, c'est cool d'avoir eu la curiosité. Si vous espérez voir le top tout de suite, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais ça va arriver très vite. Mais à cause d'un petit problème de stockage et que je ne maîtrise pas encore, je ne peux pas sortir le tout de suite. Mais ça va arriver très prochainement, certainement dans la semaine à venir. Donc en attendant, je peux simplement vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour pouvoir parler du meilleur, bien posé. Et on va se faire plaisir, j'ai très hâte de vous parler de tout ça. Ciao!